Bonjour les 5e A. Alors aujourd'hui on va prendre deux extraits de Lancelot, le chevalier à la charrette. Donc on avait vu la semaine dernière qui se lançait avec son compagnon Gauvin à la poursuite du chevalier Méléagant qui avait enlevé la reine Guenièvre, et il l'a aperçu, en est tombé amoureux, et la femme qui les hébergeait leur a donné les renseignements dont ils avaient besoin pour pouvoir accéder au royaume de Gore et savoir où était exactement retenue Guenièvre et par qui. Donc on va voir dans cet extrait-là, situé à la page 199, le chemin qu'emprunte Lancelot pour se rendre dans le royaume de Gore et délivrer la reine Guenièvre. Ils se sont séparés, leur hôtesse leur avait expliqué qu'il y avait deux chemins différents pour y parvenir. Gauvin en a pris un et Lancelot a pris le deuxième, celui qui était annoncé comme le plus dangereux, le plus périlleux, celui du pont de l'épée. Et dans ce texte-là, il y arrive justement. Alors on va noter au fur et à mesure, je vais vous le lire, on va le reprendre ensemble, et puis on va noter les explications au fur et à mesure. Je vous demanderai de travailler, de faire quelques recherches dans le texte, mais on va tout de suite noter le titre de la séance 2. Donc, deuxième extrait de Lancelot, le pont de l'épée, page 199-200. Et pour l'instant, vous notez juste le titre. Une fois que c'est fait, vous revenez avec moi et on récupère le texte. Je vais peut-être le zoomer un petit peu pour que vous puissiez... Alors, je ne peux pas le décaler plus, en revanche. Hop. Donc, à l'entrée de ce pont, qui était si terrible, ils descendirent de leur cheval et regardèrent l'eau traîtresse, noire, bruyante, rapide et chargée, si laide et épouvantable que l'on aurait dit le fleuve du diable. Elle était si périlleuse et profonde que toute créature de ce monde, si elle y était tombée, aurait été aussi perdue que dans la mer salée. Et le pont qui la traversait était bien différent de tous les autres ponts. On n'en a jamais vu et on n'en verra jamais de tel. Si vous voulez savoir la vérité à ce sujet, il n'y a jamais eu d'aussi mauvais pont fait d'une aussi mauvaise planche. C'était une épée aiguisée et étincelante qui formait ce pont jeté au-dessus de l'eau froide. L'épée, solide et rigide, avait la longueur de 2 lances. Alors, avant de reprendre sur la description de ce pont, je vais vous demander, dans cette première partie du texte, que vous avez ici, alors comme j'ai zoomé, donc jusqu'à la ligne 10 environ, de relever, vous le faites au crayon de papier, à la suite du cours, sous le titre, relever tout ce qui caractérise l'eau et le pont, de voir comment ils sont définis, de relever les éléments de leur description et d'en tirer un peu une conclusion. D'après vous, une fois que vous avez fait ce relevé, qu'est-ce qui ressort de cette description de l'eau et du pont et quel est le but de l'auteur? Pourquoi est-ce qu'il nous les montre de cette façon-là? Donc je vous laisse le temps, vous prenez le temps de travailler ça au crayon de papier sur votre cours et puis on va le reprendre ensemble dès que vous aurez fini. Donc vous mettez pause, vous faites ce travail-là et vous revenez avec moi pour la correction. Donc si vous avez bien cherché dans ces 10 premières lignes, vous remarquez que c'est pas ce que je voulais faire, que l'eau est d'abord décrite de façon très détaillée. On a pas mal, alors évidemment, d'expansion du nom, c'est-à-dire des adjectifs, des compléments du nom. Éventuellement, il pourrait y avoir des subordonnées relatives. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait ici, mais les expansions du nom, c'est tout ce qui va agrandir le groupe nominal en apportant des précisions. Ici, beaucoup d'adjectifs. Donc, le pont est terrible, mais l'eau est traîtresse, noire, bruyante,
rapide et chargée, laide, épouvantable, hein, tellement laide et épouvantable qu'on aurait dit le fleuve du diable. Elle était si périlleuse et profonde que toute créature y aurait été perdue. Donc, on voit déjà beaucoup d'adjectifs pour caractériser cette eau, hein, qui est justement en dessous du pont, hein, ce que Lancelot va devoir traverser. Et on voit que tous ces adjectifs sont très péjoratifs et vont insister sur la dangerosité de cette eau. Par la suite, le pont, justement, on va voir aussi qu'il est mauvais, mauvaise planche, c'est une épée. Et donc, on va voir pourquoi il est dangereux. Alors, c'est pas qu'elle risque de se briser, hein. C'est bien autre chose, mais ça veut dire justement qu'elle est tranchante et que on va risquer de glisser et au mieux de se blesser. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici, hein. J'en étais restée là. De part et d'autre, il y avait un grand pilier de bois où l'épée était clouée. Personne n'avait à craindre qu'elle se brise ou qu'elle plie, car elle avait été si bien faite qu'elle pouvait supporter un lourd fardeau. Mais ce qui achevait de démoraliser les deux compagnons qui étaient venus avec le chevalier, c'est-à-dire avec Lancelot, c'était l'apparition de 2 lions ou 2 léopards à la tête du pont de l'autre côté de l'eau, attachés à une borne en pierre. L'eau, le pont et les lions leur inspiraient une telle frayeur qu'ils tremblaient de peur et disaient « Seigneur, écoutez un bon conseil sur ce que vous voyez, car vous en avez grand besoin. Voilà un pont mal fait, mal assemblé et bien mal charpenté. Si vous ne vous repentez pas tant qu'il en est encore temps, c'est-à-dire si vous ne renoncez pas tant qu'il en est encore temps, après il sera trop tard pour le faire. Il faut montrer de la circonspection en plus d'une circonstance. Mais allons, ayez pitié de vous-même et restez avec nous. Vous seriez coupable envers vous-même si vous vous mettiez si certainement en péril de mort de propos délibérés. » Alors il leur répondit en riant. Seigneur, je vous sais gré de vous émouvoir ainsi pour moi. C'est l'affection et la générosité qui vous inspirent. Je sais bien que vous ne souhaiteriez en aucune façon mon malheur, mais ma foi en Dieu me fait croire qu'il me protégera partout. Je n'ai pas plus peur de ce pont ni de cette eau que de cette terre dure, et je vais risquer la traversée et m'y préparer. Plutôt mourir que de faire demi-tour. Ils ne savent plus que dire, mais la pitié les fait pleurer et soupirer tous deux très durement. Alors, dans cette partie-là du texte, je vais vous demander, toujours au crayon de papier, la suite du cours, de synthétiser en quelque sorte les réactions des 2 compagnons de Lancelot d'une part et de Lancelot d'autre part. Là aussi, vous faites un relevé dans le texte et puis vous expliquez, selon vous, comment est-ce qu'ils réagissent les uns comme les autres. Donc même chose, vous prenez le temps, vous mettez pause, vous prenez le temps de le faire, et puis on se retrouve après pour corriger tout ça en même temps. Donc, pour ce qui est justement des... pardon. Ça c'est déjà fait, voilà. On va voir qu'il y a 2 façons de valoriser le courage et la ténacité du chevalier Lancelot. Évidemment, c'est le but de Chrétien de Troyes. L'auteur, quand il rédige un roman de chevalerie, à la gloire d'un chevalier en particulier, ici c'est Lancelot, il va évidemment chercher à le mettre en valeur tout le long du texte. Ici, pour montrer à quel point il est courageux, et donc tenace, c'est-à-dire qu'il va tenir bon, en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés à affronter, la ténacité nous pousse à ne jamais renoncer. Et c'est justement ici ce qui caractérise Lancelot. Pour valoriser tout ça, il va d'abord insister sur la dangerosité des eaux qu'il doit traverser. Justement, toutes les expansions des noms qu'on a vus. Donc ça peut être l'eau, les rapides, les flots, pour parler de l'eau. Et à chaque fois, ils sont caractérisés de traîtresse aux flots noirs et boueux, infernales, dans les lignes 3 à 6. Les qualités de Lancelot sont donc mises en valeur indirectement. Ça va être le cas aussi avec le pont, la description du pont, et la peur éprouvée par ses compagnons. Donc,
c'est pour ça que c'est fait de façon indirecte. À aucun moment, le chrétien de Troyes va nous dire « Oh là là, comme Lancelot est courageux, qu'est-ce qu'il est valeureux ce chevalier, etc. » Il fait ça de façon un petit peu subtile, même si c'est quand même pas très discret, mais c'est en insistant sur la difficulté des épreuves qu'il s'apprête à surmonter qu'il va ensuite pouvoir nous montrer le courage, la valeur de Lancelot. Donc, il insiste sur les difficultés qu'il doit surmonter. Exactement comme, par exemple, dans la chanson de geste, on avait vu qu'on pouvait insister sur la force et la bravoure des ennemis. Hein. Valoriser l'ennemi lors d'un combat, c'est une façon détournée. On l'avait vu aussi, notamment avec le combat d'Achille contre Patrocle. Valoriser l'ennemi, c'est une façon indirecte de valoriser le héros, forcément. Donc, je vous laisse noter ça en correction enfin, vous prenez comme le cours, hein, vous laissez ce que vous avez fait au crayon de papier, et vous notez ça à la suite. Donc, vous mettez pause, vous marquez ce premier paragraphe, puis on va reprendre ensemble, hein, sur le texte, les réactions des compagnons de Lancelot, d'une part, hein, donc, après la description du pont, Chrétien de Troyes nous dit ce qui achevait de démoraliser les deux compagnons qui étaient venus avec le chevalier. Je suis ici en ligne 14-15. Donc ils sont déjà démoralisés. Puis l'eau, le pont et les lions leur inspiraient une telle frayeur qu'ils tremblaient de peur. Et disaient, et là on a toute une tirade dans laquelle ils essayent de convaincre Lancelot de renoncer à traverser ce pont. Hein, pour eux, c'est beaucoup trop dangereux et leur devoir est de protéger Lancelot et de le convaincre de ne pas tenter cette traversée. Donc, ils ont peur, ils sont démoralisés, alors que Lancelot leur répond en riant, hein, donc il n'a pas l'air d'être autant affolé qu'eux. Il les remercie de leur attention, mais en aucun cas il ne souhaite faire demi-tour. Hein. Il dit justement plutôt mourir que faire demi-tour, donc il est déterminé. C'est ici le point d'exclamation qui nous le prouve. Les deux compagnons, justement, hein, ils ne savent plus que dire, mais la pitié les fait pleurer et soupirer, tous deux très durement. Donc je vais reprendre parce que j'avais dû m'arrêter par ici. Hein. Donc alors il leur répondit en riant, « Seigneur, je vous sais gré de vous émouvoir ainsi pour moi, c'est l'affection et la générosité qui vous inspirent. Je sais bien que vous ne souhaiteriez en aucune façon mon malheur, mais ma foi en Dieu me fait croire qu'il me protégera partout. Je n'ai pas plus peur de ce pont, ni de cette eau, que de cette terre dure, et je vais risquer la traversée et m'y préparer. Plutôt mourir que faire demi-tour. » Donc ça, je viens de vous le reprendre. Donc avant de lire la fin du texte, on va reprendre le cours. Donc après ce premier paragraphe, vous notez opposition entre Lancelot et ses deux compagnons qui réagissent de façon complètement différente. D'une part, les compagnons, on l'a dit, sont démoralisés, ligne 15, ressentent une telle frayeur qu'ils tremblaient de peur, ligne 18-19, la pitié les fait pleurer et soupirer, ligne 33. A l'inverse, Lancelot répond en riant, ligne 26, et il répond plutôt mourir que de faire demi-tour, ligne 32, hein, on a vu justement l'importance du point d'exclamation. Donc vous prenez le temps de noter ça, et on reprend la fin du texte. Quant à lui, il fait de son mieux pour se préparer à traverser le gouffre. Pour cela, il prend d'étranges dispositions, car il dégarnit ses pieds et ses mains de leur armure. Donc il enlève les chausses, les gants, toutes les protections. Hein. Il n'arrivera pas indemne ni en bon état de l'autre côté. Donc ça, c'est un commentaire du narrateur qui nous dit justement que, enlevant ces protections-là, en gros, si Lancelot arrive à traverser, il sera forcément blessé.
Mais ainsi, il se tiendra bien sur l'épée plus tranchante qu'une faux de ses mains nues, et débarrassé de ce qui aurait pu gêner ses pieds, souliers chausses et avant-pieds. Donc il préfère se blesser plutôt que de risquer de glisser sur cette épée qui sert de pont. Il ne se laissait guère émouvoir par les blessures qu'il pourrait se faire aux mains et aux pieds. Il préférait se mutiler que de tomber du pont et prendre un bain forcé dans cette eau dont il ne pourrait jamais sortir. Au prix de cette terrible douleur qu'il doit subir et d'une grande peine, il commence la traversée. Il se blesse aux mains, aux genoux, aux pieds, mais il trouve soulagement et guérison en amour qui le conduit et le mène, lui faisant trouver douce cette souffrance. Donc voilà l'explication. Il parlait de Dieu qui lui conseillait, qui allait le protéger, qui lui conseillait de continuer, mais la vraie raison qui le pousse à traverser et à prendre tous ces risques-là, c'est qu'il est amoureux de Guenièvre. Et on voit ici une personnalisation de l'amour qui ici le conduit et le mène, c'est-à-dire que c'est l'amour qui lui dicte sa conduite, comme si c'était une sorte de Dieu justement. S'aidant de ses mains et de ses pieds, de ses genoux, il fait tant et si bien qu'il arrive sur l'autre rive. Alors lui revient le souvenir des 2 lions qu'il pensait avoir vus quand il était encore de l'autre côté. Il cherche du regard, mais il n'y a là ni aucune créature susceptible de lui faire du mal. Donc voilà Lancelot qui a surmonté cette terrible épreuve du pont de l'épée que personne n'avait encore réussi à traverser. On termine donc l'explication de ce texte. Lancelot est motivé par sa quête, il doit retrouver et délivrer Guenièvre dont il est amoureux, et c'est donc là toute l'explication. Ce sont Dieu et amour qui le soutiennent. Donc on a une personnification de l'amour à la ligne 45, comme je viens de vous l'expliquer. Ça vous pouvez le remonter un peu, il n'y a pas besoin de sauter autant de lignes. Je vais le mettre là au milieu. Hop. Et pour terminer sur cet extrait, une petite synthèse. Dans le roman de chevalerie, les qualités héroïques des chevaliers sont valorisées dans différentes circonstances. Il ne s'agit pas forcément de combats sanglants. À la différence de la chanson de geste, où on avait vu que, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, c'est vraiment le récit des exploits guerriers des chevaliers. Donc il y a forcément du combat, forcément de la violence, et c'est sur ces qualités-là qu'on va valoriser le chevalier. En revanche, dans le roman de chevalerie, on parle de qualités bien plus larges que ça. C'est évidemment de très bons combattants, mais ça ne suffit pas à faire un bon chevalier. Il faut qu'il puisse être exemplaire dans toutes les circonstances. Et ici, si Lancelot surmonte ainsi les épreuves, c'est pour se rapprocher de Guenièvre. Alors on verra que, est-ce qu'il est vraiment exemplaire? C'est pas si sûr, puisque certes il va délivrer Guenièvre, puisque c'est la mission que lui a confiée le roi Arthur, donc là il remplit en partie cette nécessité de loyauté du chevalier envers son seigneur, mais c'est plus ambigu que ça, parce qu'en même temps il va trahir la confiance d'Arthur en tombant amoureux de sa femme, de Guenièvre. Donc ça, on verra ça plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, on parle bien de l'exemplarité de Lancelot. Donc, vous prenez le temps de noter ceci. Et puis, comme normalement aujourd'hui vous aviez 2 heures de cours, on va commencer la séance suivante parce que sinon ce sera un peu trop long pour vendredi, donc je préfère faire un peu plus long aujourd'hui et ce sera plus court vendredi. Donc une fois que vous avez terminé de noter cette synthèse, vous changez de page et vous notez alors le titre de la séance suivante, extrait 3 et 4 de Lancelot. Nous on va s'occuper juste du 3. Vous avez pour l'instant le 4, on le fera vendredi. Une entrevue secrète, page 201, et l'ultime combat, page 203. Donc, j'ai dit sur une nouvelle page, mais c'est pas forcément le cas. Vous pouvez, comme c'est toujours des extraits de Lancelot, tracer un trait et puis continuer sur la même feuille. On reprend ensemble le texte.
qui est l'extrait 3. Cette fois, Lancelot arrive auprès de Guenièvre, donc il a surmonté d'autres épreuves, et il va pouvoir justement s'approcher d'elle. Quand Lancelot vit la reine incliner sa tête à la fenêtre armée de gros barreaux de fer, pour l'instant elle est toujours captive, il l'honora d'un salut très tendre, qu'elle lui rendit aussitôt, car tous les deux étaient sous l'empire du désir, lui d'elle et elle de lui. Il n'y eut entre eux ni de vilaines paroles, ni d'ennuyeux débats. Ils se rapprochèrent le plus possible l'un de l'autre, et tous deux purent alors se tenir par la main. Qu'il leur fût impossible de se rejoindre leur était insupportable. Ils maudissaient les barreaux. Mais Lancelot se fit fort, si cela convenait à la reine, d'entrer chez elle. Ce ne sont pas les barreaux qui l'arrêteraient. La reine lui répondit. Ne voyez-vous pas que ces barreaux sont trop rigides pour être pliés et trop solides pour être brisés? Et vous aurez beau les agripper, les tirer vers vous, les secouer, vous ne pourrez pas les arracher. Madame, dit-il, ne vous inquiétez pas, je ne pense pas qu'un barreau de fer puisse être de quelque importance. Aucun obstacle, sauf venant de vous, ne peut m'empêcher de parvenir jusqu'à vous. Si vous m'en octroyez la permission, la voie est libre. Si au contraire cela ne vous est pas tout à fait agréable, alors il y a là un obstacle insurmontable que rien ne me fera franchir. Ici, on a un aspect très important de la chevalerie et de l'exemplarité du chevalier, c'est le respect qu'il va avoir pour sa dame, c'est la façon dont il appelle la femme dont il est amoureux, ici donc Guenièvre pour Lancelot, et on voit que aucun obstacle ne peut le faire renoncer à retrouver Guenièvre, sauf si ça venait d'elle. Et il le dit à plusieurs reprises. Lancelot se fit fort si cela convenait à la reine, et puis, plus loin justement, il lui dit « Ne vous inquiétez pas, rien ne peut m'empêcher de venir, aucun obstacle, sauf venant de vous, ne peut m'empêcher de parvenir jusqu'à vous. Si vous m'en octroyez la permission, la voie est libre. Si au contraire cela ne vous est pas tout à fait agréable, alors il y a là un obstacle insurmontable que rien ne me fera franchir. » Et là on parle donc du respect qu'a Lancelot pour Guenièvre. Il ne fera absolument rien qui lui serait désagréable, et notamment il ne veut pas la compromettre vis-à-vis d'Arthur, du roi Arthur, son époux, si elle n'est pas d'accord. Donc là-dessus, on est un peu peut-être en avance sur l'époque, mais en tout cas, ou alors on a régressé par la suite, mais en tout cas, on voit que justement l'accord de Guenièvre est une condition sine qua non, c'est-à-dire sans laquelle il ne fera absolument rien, s'il n'a pas l'accord de Guenièvre. Je termine le texte et on notera après, on va vraiment résumer là pour cet extrait-là. Certainement, dit-elle, je le veux bien, ce n'est pas ma volonté qui vous retiendra. Mais il vous faut attendre que je sois couchée dans mon lit pour éviter qu'il ne vous arrive malheur à cause du bruit. Ce ne serait ni amusant ni drôle si le sénéchal, donc qui doit la surveiller justement, qui dort ici était réveillé par quelque bruit venant de nous. Aussi est-il raisonnable que je m'en aille, car il n'aurait pas bonne impression s'il me voyait ici, debout. Madame, dit-il, il est donc temps de partir, mais n'ayez crainte, je ne ferai pas de bruit. Je pense extraire les barreaux en douceur, sans avoir trop d'efforts et sans réveiller personne. Alors la reine s'éloigne et lui se prépare, prenant ses dispositions pour venir à bout de la fenêtre. Il saisit les barreaux, les secoue, les tire si bien qu'il les fait plier et les arrache de leur scellement. Mais le fer était si coupant qu'il se fit une entaille à la première phalange du petit doigt, jusqu'au nerf, qu'il se trancha complètement la première articulation du doigt voisin. Mais ni des gouttes de sang qui en tombent, ni d'aucune blessure, il n'a conscience. Car il a une toute autre préoccupation. La fenêtre est loin d'être basse, et pourtant, Lancelot y passe très rapidement et lestement. Il trouve que, donc le sénéchal dont parlait Guenièvre, endormi dans son lit, puis il arrive au lit de la reine. Il reste en adoration, et en s'inclinant devant elle, car c'est le corps saint auquel il croit le plus. On voit ici que la reine, que Guenièvre, la dame dont Lancelot est amoureux, et c'est le cas pour tous les chevaliers, est élevée au même niveau qu'un dieu, pas moins,
c'est vraiment la même adoration qu'il va avoir pour elle. Alors la reine lui tend les bras, les passe autour de lui, puis le serre étroitement sur sa poitrine. Ainsi elle l'a attiré dans son lit, lui réservant le meilleur accueil qu'elle puisse jamais lui faire, car c'est Amour et son cœur qui lui dictent sa conduite. C'est inspiré par Amour qu'elle lui fait fête. Mais si elle éprouve pour lui un grand amour, lui éprouve pour elle un amour 100 000 fois plus grand, car Amour n'a rien fait avec tous les autres cœurs en comparaison de ce qu'il a fait avec le sien. Dans son cœur, Amour a repris force, si exclusivement que dans les autres cœurs, on n'en voit qu'une pauvre image. Alors vous aurez relevé les multiples répétitions dans la fin de ce texte. Amour apparaît plusieurs fois par ligne. Alors évidemment, c'est des répétitions, et c'est une façon relativement lourde d'insister pour Chrétien de Troyes, une façon d'insister justement sur le fait que évidemment, c'est le plus grand amour jamais éprouvé sur Terre, mais aussi, c'est pas tout à fait eux qui sont maîtres de leurs émotions et de leurs sentiments. C'est en quelque sorte une façon de les dédouaner, c'est-à-dire de dire que c'est pas complètement leur faute s'ils s'apprêtent à trahir la confiance d'Arthur, comme si ils étaient gouvernés par cet amour et qu'il n'ait aucun moyen d'y résister. Ils ne sont pas rendus complètement responsables de la faute qu'ils sont en train de commettre. Donc voilà pour cet extrait, je ne vais pas m'appesantir là-dessus plus longtemps parce qu'il n'y a pas énormément de choses à comprendre, il n'y a pas de grosses difficultés. On va noter l'explication. Donc, l'entrevue secrète. Chrétien de Troyes raconte dans cet extrait la première rencontre physique entre Lancelot et Guenièvre. Amour leur dicte leur conduite. Il y a des exagérations et toujours la même personnification. L'honneur chevaleresque reste ainsi intact, alors que Lancelot est en train de trahir la confiance d'Arthur. Lancelot et Guenièvre aussi, évidemment, mais là, on est vraiment focalisé sur le chevalier. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc vendredi, on travaillera sur le dernier texte, l'ultime combat, que vous trouverez à la page 203, que vous pouvez lire d'ici là si vous voulez vous y préparer, et qu'on reprendra ensemble vendredi. Bonne fin de journée à vous!